Bonjour à tous. Mon nom est Martin Noël et au nom de la Bourse de Montréal, me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire intitulé La gestion du risque avec les options. Avant de commencer notre petit avis de non-responsabilité, tout ce qu'on dit et tout ce qu'on fait est à titre de formation et d'information, et rien ne saurait être interprété comme étant des recommandations pour acheter ou vendre toute valeur mobilière. Il est fortement recommandé de consulter vos conseillers fiscaux et financiers avant de faire toute transaction sur des valeurs mobilières. Au programme aujourd'hui, nous allons revoir quelques notions fondamentales sur les options. Nous allons ensuite passer aux risques liés à l'investissement avant d'aborder l'utilisation des options à des fins de couverture. Nous verrons entre autres l'achat des options d'achat afin de fixer un prix d'acquisition futur, l'achat d'options d'achat afin de protéger une vente à découvert, l'achat des options de vente afin de fixer un prix de vente futur ou de protéger une position sur action. Nous verrons comment réduire le coût de la protection ensuite et nous terminerons par la stratégie du cylindre. Voyons tout d'abord les notions fondamentales. Tout d'abord, rappelons qu'il y a deux types d'options, c'est-à-dire que nous retrouvons les options d'achat, les calls en anglais, et les options de vente, les puts en anglais. Donc, pour celui qui achète les options, que ce soit les options d'achat ou les options de vente, le détenteur ou l'acheteur va acquérir un droit et non pas une obligation. Donc, dans le cas des options d'achat, on acquiert le droit d'acheter les actions sous-jacentes à un prix donné pour une certaine quantité jusqu'à une date d'échéance. Pour l'option d'achat, c'est un droit d'acheter les actions sous-jacentes, alors que le détenteur qui achètera les options de vente va acquérir à ce moment-là un droit de vendre ses actions ou de vendre des actions, une certaine quantité de la valeur sous-jacente, à un prix donné, et ce jusqu'à la date d'échéance. Donc, le détenteur acquiert un droit, il paie une prime pour obtenir le droit donc d'acheter dans le cas des options d'achat ou de vendre dans le cas des options de vente. L'acheteur va acheter ce droit, ces options, d'une contrepartie. Donc, ça lui prend un vendeur et le vendeur peut être n'importe quel investisseur qui, par exemple, possède des actions ou qui est prêt à s'engager à vendre des actions ou à en acheter. Donc, ça peut être une institution, ça peut être un investisseur particulier, ça peut être tous les investisseurs, les participants au marché des options peuvent vendre ou émettre des options. Donc, on appelle la contrepartie vendeur, le signataire des contrats. Donc, le détenteur va obtenir, va acheter un droit qui va lui être vendu par le signataire. Et donc, le signataire d'une option d'achat va contracter une obligation, et c'est l'obligation inverse du détenteur de l'option d'achat. Comme le détenteur a le droit d'acheter, eh bien, le signataire va se trouver à être dans l'obligation de vendre des actions si le détenteur exerce son droit d'acheter des actions. Donc, à l'échéance, si le prix des options d'achat est supérieur au prix d'exercice fixé au contrat, le détenteur va exercer puisqu'il voudra acheter les actions à un prix inférieur auquel il est rendu à l'échéance, et le signataire sera obligé de vendre les actions au prix de levée, soit à un prix inférieur au marché au moment de l'exercice. Le signataire d'une option de vente, donc celui qui va vendre le contrat au détenteur, à l'acheteur, eh bien, va contracter l'obligation inverse du détenteur. Donc, comme le détenteur a le droit de vendre, eh bien, si le détenteur exerce son droit de vendre les actions, il va imposer la vente au signataire qui se verra à ce moment-là dans l'obligation d'acheter les actions à un prix au prix de levée. Et c'est dans l'intérêt du détenteur d'exercer un contrat d'option de vente seulement si le prix du titre
baisse sous le prix d'exercice à l'échéance. Si le prix est inférieur à l'échéance, le détenteur de l'option de vente va exercer, il va vendre les actions au signataire qui sera obligé d'acheter les actions au prix d'exercice. Donc, dans les deux cas, que ce soit pour l'option d'achat ou pour l'option de vente, le signataire encaisse une prime pour être compensé pour le risque de devoir, dans le cas d'une vente d'option d'achat, être forcé de vendre ses actions à un prix inférieur au marché. Et dans le cas d'une option de vente, on est compensé pour prendre le risque d'acheter à un prix supérieur au marché si le détenteur exerce son droit de vendre les actions. Donc, le détenteur, lorsqu'il paye sa prime, il obtient un droit, non pas une obligation, d'acheter dans le cas des options d'achat ou de vendre dans le cas des options de vente, et le signataire contracte l'obligation inverse du détenteur, c'est-à-dire que le signataire d'une option d'achat se voit dans l'obligation de vendre les actions si le détenteur exerce son droit d'acheter, et le signataire d'une option de vente se voit dans l'obligation d'acheter les actions si le détenteur de l'option de vente exerce son droit de vendre les actions. Donc, il y a une prime qui est payée par le détenteur, et donc le détenteur d'une option d'achat, on va dire à ce moment-là qu'il a une position longue, qu'il détient les options d'achat. Donc, une position longue, ça veut tout simplement dire que nous détenons les options. Dans le cas des options d'achat, on a une position longue sur les options d'achat, on peut avoir une position longue sur les options de vente, et donc on détient ces options. Eh bien, lorsque j'ai une position longue sur les options d'achat, eh bien, je paye une prime que je verse au signataire, au vendeur, et lorsque je paye cette prime, eh bien, je ne peux pas perdre plus que ce que j'ai payé. C'est donc dire que, à ce moment-là, ma perte, elle est limitée, mais mon profit potentiel, il est illimité dans le cas des options d'achat, puisque je vais faire un profit tant aussi longtemps que le titre va augmenter au-delà du prix de levée et au-delà, bien sûr, de la prime que j'aurais payée. Donc, le prix de levée plus la prime que j'aurais payée représente mon seuil d'équilibre, et c'est à partir de ce point que je vais commencer à faire un profit. Mais à la baisse, si le prix du titre ferme donc sur le prix de levée ou à un prix inférieur, eh bien, je vais avoir une perte maximale, et cette perte va diminuer si le prix du titre augmente au-delà du prix de levée. Je vais commencer à perdre un peu moins à chaque fois qu'on va s'éloigner du prix de levée, et jusqu'à mon seuil d'équilibre, et ensuite, on entre dans la partie profitable. Pour ce qui est de l'option de vente, lorsque j'ai une position longue sur l'option de vente, c'est donc que j'ai payé une prime que j'ai versée au vendeur de cette option, eh bien, j'ai le droit de vendre au prix de levée. Donc, la vente, elle est fixe. Le prix de vente futur, il est fixe ici. Donc, si le prix du titre baisse sous le prix de levée, eh bien, à ce moment-là, je vais faire un profit à partir de mon seuil d'équilibre. Donc, le seuil d'équilibre correspond à mon prix de levée moins la prime que j'ai payée. Et à partir de ce point, jusqu'à, donc en descendant, eh bien, je suis dans la zone de profit avec mon option de vente. Si le prix du titre est supérieur ou égal au prix d'exercice à l'échéance, eh bien, le détenteur n'a aucune raison de vouloir exercer cette option-là, puisque il peut simplement aller sur le marché et vendre à un meilleur prix. Et donc, la perte sera limitée à la prime que j'ai payée. Le détenteur ne peut perdre plus que la prime qu'il a payée lorsqu'il achète des options, soit d'achat ou de vente. Pour le signataire, c'est l'inverse. C'est tout simplement l'inverse. Donc, le signataire va recevoir la prime, et cette prime, c'est comme une prime comme d'une police d'assurance. Eh bien, les compagnies d'assurance ne peuvent pas faire plus que la prime qu'ils reçoivent, moins les dépenses, moins les pertes encourues ou les réclamations. Il en va de même pour le signataire qui va recevoir la prime, eh bien, ne peut
faire plus de profit que la prime qu'il a reçue. Et son profit, eh bien, ça correspond exactement à la perte potentielle du détenteur. Donc, je ne peux faire plus que ce que le détenteur peut perdre. Et à l'inverse, lorsque le détenteur fait un profit, eh bien, c'est le signataire qui encourt la perte, comme on peut le constater sur le graphique ici. Donc, je reçois cette prime et cette prime me donne une légère protection en cas de hausse, c'est-à-dire que mon seuil d'équilibre, eh bien, ma zone profitable se fait à partir du seuil d'équilibre qui correspond au prix de levée, plus la prime que j'ai reçue. Mais au-delà de ce seuil d'équilibre, je commence à subir des pertes et les pertes potentielles sont illimitées puisqu'il n'y a aucune limite à l'augmentation dans les prix de la valeur sous-jacente. Pour ce qui est de la position courte sur option de vente, eh bien, lorsque je suis signataire sur une option, que ce soit une option d'achat ou une option de vente, on dit qu'on a une position courte sur cet instrument. Donc, lorsque je vends une option de vente, je m'engage à acheter les actions au prix levé. Donc, si le titre baisse sous le prix de levée, eh bien, je serai forcé d'acheter les actions au prix de levée. Eh bien, comme j'ai encaissé une prime, eh bien, j'ai un léger coussin, mais qui représente, dans le fond, mon seuil d'équilibre, qui correspond au prix de levée moins la prime que j'ai reçue. Puis ensuite, si le prix du titre baisse sous ce seuil d'équilibre, ça représente la perte potentielle, qui, en fait, est limitée jusqu'à ce que le titre puisse aller à zéro. Et donc, la perte potentielle, elle est par action, elle correspond à mon seuil d'équilibre. Donc, si le titre tombait à zéro, faisait faillite, eh bien, la perte maximale que je peux subir, c'est d'acheter un titre au prix de levée. Et comme j'ai reçu une prime, eh bien, mon seuil d'équilibre va correspondre à la prime, à la perte potentielle. Donc, je ne peux faire plus que la prime que j'ai reçue. Et ça, c'est le maximum de profit, c'est lorsque le prix du titre est supérieur ou égal au prix de levée. Donc, c'est là que je vais faire mon profit maximal sur cette position-là. Donc, lorsque j'ai une position courte sur les options d'achat ou sur les options de vente, je ne peux faire plus que la prime que j'ai reçue et ma perte potentielle, elle est quand même assez importante. Elle est illimitée dans le cas des options d'achat et elle est importante, très importante, là, donc dans le cas des options de vente, si j'ai une position courte sur cette option-là. Donc, ce qu'on voit à l'écran maintenant, c'est une feuille, hein, donc une chaîne d'options que vous pouvez trouver sur le site de la Bourse de Montréal à l'adresse que vous voyez à l'écran. Et donc, on dénote d'un côté, à la gauche, les options d'achat et à la droite, les options de vente. Et vous pouvez voir sous la colonne options d'achat, à gauche ici, les dates d'échéance des options. Et au centre, sous la colonne série, à ce moment-là, on retrouve ici les différents prix de levée qui sont inscrits sur la classe d'options. Donc, on dit toutes les options sont inscrites sous le même symbole. Donc, par exemple, ici, ce sont des options sous le symbole XIU, donc les parts du fonds négocié en bourse eShares S&P TSX 60, eh bien, on appelle ça une classe d'options. Toutes les options, donc, tous les prix de levée de cette classe d'options se retrouvent sous la colonne série. Et à la droite, on a les options de vente et on a également les échéances qui correspondent à ces différents prix de levée. Donc, pour chacun des prix de levée, donc on a des options d'achat à la gauche et on voit le cours acheteur et le cours vendeur. Donc, c'est le cours le plus élevé qu'un participant au marché est prêt à payer pour l'option. Donc, dans le cours acheteur ici, on voit 1,99 $ par exemple et un cours vendeur à 2,02 $. Donc, ça représente le cours le plus bas qu'un participant au marché est prêt à vendre ces options-là. Il en va de même, c'est le même principe pour les options de vente. Et on a une colonne aussi où on va voir l'intérêt en cours, par exemple. Ça se trouve être
le nombre de contrats qui est en circulation, donc qui ont été émis ou vendus par les signataires ou achetés par les détenteurs. Donc, on prend seulement les positions soit du détenteur ou soit du signataire, puisqu'on doit avoir autant de contrats détenus que signés pour qu'on puisse avoir un contrat en circulation. Et on a une colonne aussi, donc volume, qui va montrer le volume de la journée. Donc, lorsqu'on négocie des options, eh bien, on peut acheter des options qui ont plus de valeur qu'une autre. Et dans le cas des options d'achat, par exemple, plus le prix de levée donc, est élevé, moins la valeur des options est grande. Et ça, on peut l'expliquer de la façon suivante, c'est-à-dire qu'on a le prix de levée, ici 56 par exemple, alors que le prix du titre est de 60, eh bien, lorsque j'ai la possibilité d'avoir un prix de levée inférieur au prix du titre, j'ai un avantage. Et donc, plus le prix de levée est bas, plus c'est avantageux pour moi d'acheter cette option. Eh bien, c'est compensé par un prix plus élevé également. Et donc, lorsque le prix d'exercice pour une option d'achat est inférieur au prix du titre, eh bien, on dit que cette option, elle est en jeu. Elle a une valeur intrinsèque. Et donc, la valeur intrinsèque, ici, dans ce cas-ci, correspond à la différence entre 60,74 et 56. C'est donc dire qu'on a une valeur intrinsèque de 4,74 $ et on a une option qui vaut entre 5,70 $ et 5,80 $. C'est donc dire que l'excédent au-dessus de 4,74 $, ça représente ce qu'on appelle la valeur temps d'une option. Et si le titre ne bougeait pas jusqu'à l'échéance, eh bien, cette option à l'échéance ne vaudrait que 4,74 $ et donc on perdrait cet excédent de valeur. C'est ce qu'on appelle la valeur temps. Donc, pour les options en jeu, il faut avoir une valeur intrinsèque pour que l'option soit dite en jeu, ou in the money en anglais. Et donc, le prix de l'exercice 60 nous donne une valeur intrinsèque de 74. 60,74 moins 60 nous donne une valeur de 74 cents de valeur intrinsèque. Et donc, l'excédent, donc au-delà de 74, donc l'option a une valeur comprise entre 2,96 $ et 3,05 $, eh bien, ça représente la valeur temps qui sera perdue, en fait, jusqu'à l'échéance. Si le titre ne bouge pas, cette option ne vaut que 74 cents. Pour un prix de levée de 62, pour une option d'achat, et 64, on est au-dessus du prix du titre. Alors, on dit que cette option, elle est hors jeu et 100 % de la prime que nous voyons à l'écran, donc ici 1,96 $ ou 1,22 $, donc entre le cours acheteur et le cours vendeur, eh bien, ça représente la valeur temps. Il n'y a aucune valeur intrinsèque. Et cette valeur temps, eh bien, va disparaître si le titre ne bouge pas. Et donc, il faudrait, quand on achète une option hors jeu, que le titre augmente au moins du prix de levée plus la prime qu'on aura payée pour qu'on puisse commencer à faire un profit. Donc, c'est le défi qu'on a lorsqu'on achète des options. Et pour l'option de vente, la valeur intrinsèque, eh bien, ça correspond au prix d'exercice moins le prix du titre. Donc, on comprendra ici que plus le prix d'exercice est élevé, plus la valeur de l'option va être grande. Donc, une option avec un prix de levée de 64, eh bien, moins la valeur du titre, on peut vendre le titre à 64 et le racheter tout de suite à 60 et 74, eh bien, on a une valeur intrinsèque ici de 3,26 $. Eh bien, l'excédent de cette option, qui vaut entre 4,45 et 4,60, ça représente la valeur temps de l'option également. Et donc, on a une valeur intrinsèque également pour l'option avec un prix de levée de 62, donc une option de vente. 62 moins 60,74, ça nous donne une valeur de 1,26 $. Eh bien, l'excédent, donc de la valeur de cette option, qui vaut entre 3,15 et 3,35, représente la valeur temps de l'option. Et on dit à ce moment-là que quand on a une valeur intrinsèque, que cette option-là, elle est en jeu ou in the money. Et donc, les prix de levée inférieurs, donc 60, 58 et 56, eh bien, on dit qu'on n'a aucune valeur intrinsèque puisqu'on n'a pas intérêt à exercer cette option-là, puisque en exerçant, on vend à 60, à 58 ou à 56, alors qu'on pourrait tout simplement les vendre sur le marché à 60,74. On va dire que cette option, elle est hors jeu
ou in the money. Donc, lorsqu'on utilise des options, il y a plusieurs façons de le faire. Eh bien, on peut utiliser les options tout simplement pour se couvrir, pour se protéger. Et c'est d'ailleurs l'objectif principal des options, c'est de les utiliser comme des outils de couverture. Ensuite, bien entendu, on est probablement davantage intéressé, lorsqu'on fait des options, à vouloir choisir une direction, donc à la hausse, à la baisse, ou on peut même établir des stratégies qui nous permettent de tirer à la fois soit d'une hausse ou d'une baisse. Donc, on n'est pas obligé de choisir quelle direction, mais si on anticipe que le marché va monter fortement ou baisser fortement, à ce moment-là, on peut tout simplement prendre une stratégie qui nous permettrait de profiter dans un cas ou dans l'autre. Mais on pourrait aussi prendre des stratégies lorsque le titre fait du surplace, donc il demeure au neutre. Il est possible également d'établir des stratégies d'options qui nous permettent de tirer avantage de la stabilité relative dans les prix de la valeur sous-jacente. Il y a plusieurs stratégies qu'on peut mettre en place de ce type. Il est également possible de générer des revenus également en vendant des options. Donc, la partie du vendeur, donc lorsqu'on a une position courte sur les options, qu'on est signataire des options, ça nous permet d'encaisser un revenu qui peut venir augmenter les rendements de notre portefeuille lorsqu'on encaisse cette prime d'option. Eh bien, ça constitue un revenu supplémentaire qu'on peut enrichir dans notre compte de négociation. Donc, on peut se poser la question que les investisseurs peuvent se poser, est-ce qu'il est préférable d'acheter ou de vendre des options? Ça dépend, bien sûr, de notre objectif. Si on veut se protéger, il est préférable d'acheter des options puisqu'on a une garantie de pouvoir soit acheter les actions à un certain prix ou de vendre les actions au prix d'exercice. On achète des options de vente, par exemple. Donc, observons les caractéristiques liées à l'achat ou à la vente des options. Donc, pour l'acheteur, l'acheteur va payer une prime, il va perdre l'érosion de la valeur temps, mais ce qui est un désavantage ou un inconvénient pour l'acheteur, ça représente un avantage pour le vendeur. Donc, il va tirer avantage de l'érosion de la valeur temps. Plus le temps va s'écouler, que le titre ne bouge pas dans un sens ou dans l'autre, ça sera profitable. Donc, si le titre fait du surplace, pour le vendeur, c'est profitable de voir la valeur temps s'éroder comme ça. Pour l'acheteur, il faut faire attention. Donc, lorsqu'on achète des options, on a on peut bénéficier de ce qu'on appelle l'effet de levier. C'est-à-dire qu'on est en mesure de tirer avantage d'un mouvement dans le prix du titre, mais tout simplement en payant une faible prime par rapport au prix de l'option. Et donc, c'est ce qui représente un effet de levier. Donc, il faut faire attention à ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier, c'est-à-dire donc de mettre 100 de notre capital dans le prix, dans la prime d'une option, puisque l'option peut valoir zéro. Donc, le risque est limité. On ne peut pas perdre plus que la prime qu'on a payée, mais il est possible, malgré tout, de perdre 100 de la prime d'une option. Et donc, si on a mis 100 de notre capital dans une option, eh bien, il est possible de tout perdre. Donc, il faut faire attention à ce niveau-là. Pour le vendeur, eh bien, c'est l'inverse. Donc, il y en a la possibilité d'acheter ou de vendre les actions à meilleur prix. Dans le cas où on vend une option d'achat, on va vendre nos actions au prix de levée, mais on a encaissé une prime. C'est donc dire que si on voulait vendre nos actions à un prix donné et qu'on choisit le prix de levée qui correspond à notre prix de vente, eh bien, ce prix de vente-là sera augmenté de la prime qu'on aura reçue. Donc, c'est un avantage lorsqu'on vend les options. Cependant, on ne peut pas tirer avantage de la hausse qui pourrait augmenter au-delà du prix d'exercice. Donc, ça, c'est l'inconvénient qui est lié pour le vendeur. Et on a aussi la possibilité d'acheter des actions. Lorsqu'on vend une option de vente, eh bien, on est obligé d'acheter les actions au prix de levée. Et donc, si on désire acheter des actions à un certain prix et qu'on vend une option de vente, eh bien, la prime qu'on va avoir reçue va améliorer notre prix d'achat, puisque si on choisit un prix d'exercice qui correspond à notre prix d'achat,
bien, on va acheter au prix d'exercice, mais comme on a reçu une prime, ça va nous permettre d'acheter à un meilleur prix, tout simplement. L'avantage lorsqu'on achète des options, eh bien, c'est qu'on a un profit potentiel qui est très important. Il est illimité dans le cas des options d'achat et il est quand même assez important lorsque on achète des options de vente. Pour le vendeur, eh bien, l'inconvénient, c'est que les pertes potentielles sont importantes puisqu'on peut manquer plusieurs opportunités. Donc, soit qu'on va vendre à un prix inférieur au marché ou on achètera à un prix supérieur au marché, dépendamment si on a vendu ou acheté ou vendu une option d'achat ou une option de vente. Les pertes limitées sont limitées à la prime payée, donc ça, c'est intéressant pour l'acheteur, mais pour le vendeur, ce sont des profits qui sont limités à la prime reçue. Pour l'acheteur, l'investissement initial, il est faible, donc ça, c'est intéressant. Mais pour le vendeur, ça demande un investissement qui est plus important puisque lorsqu'on vend des options, on doit calculer ce qu'on appelle une marge, qui est fonction du prix de levée, du prix d'exercice et du prix du titre. Et donc, au lieu de faire un investissement faible qui correspond à la prime payée pour le détenteur, eh bien ici, lorsqu'on vend des options, ça nécessite d'avoir une marge. Soit qu'on détient les actions et on peut vendre des options d'achat à ce moment-là, mais ça nécessite quand même d'avoir les actions en notre possession. Ou si on vend, par exemple, les options de vente, ça nécessite d'avoir les sommes nécessaires pour pouvoir subir des pertes qui sont importantes sur la valeur du titre. Donc, c'est comme si on allait sur marge sur les actions. Donc, ça demande un investissement un peu plus important. L'avantage, c'est pour l'acheteur des options, c'est qu'on a le droit d'exercer, non pas l'obligation. Donc, ça, c'est un avantage. Mais pour le vendeur, on contracte une obligation soit de vendre ou d'acheter. Donc, on est tributaire de ce que le détenteur va faire, va prendre comme décision à ce moment-là. Donc, il faut pondérer, en fait, nos objectifs. Donc, il y a certains avantages à être détenteur, certains avantages à être signataire, certains inconvénients à acheter des options et certains inconvénients également à vendre des options. Et donc, ça va toujours dépendre de notre objectif. Donc, dans le cadre de ce webinaire, on va mettre l'accent sur l'aspect couverture, donc gestion du risque. Et donc, allons voir quels sont les risques lorsqu'on détient des actions ou lorsqu'on implante une position, une vente à découvert des actions, par exemple. Donc, ici, on voit à l'écran le profil de profits et pertes d'une position longue sur la valeur sous-jacente. Donc, comme on peut le constater, c'est un profil de profits et pertes auquel on est habitué, c'est-à-dire de voir, lorsqu'on achète des actions, on est exposé à des pertes importantes à la baisse. Et lorsque le prix de l'action augmente, eh bien, on a une profitabilité qui est illimitée, en fait, hein, donc qui est très importante à la hausse. Il en va de l'inverse. Lorsqu'on vend des actions à découvert, hein, dans la vente à découvert, c'est le principe de vendre des actions qu'on ne possède pas encore, et donc on doit les emprunter. Donc, on va fixer le prix de vente. Et comme le prix de vente, il est fixé à l'avance, notre risque, c'est de voir le prix de l'action augmenter, puisqu'on a déjà fait la vente et ensuite, on devra faire un achat pour fermer la position. Et donc, cet achat, on espère qu'il sera inférieur au prix qu'on aura vendu pour réaliser un profit, puisque si le prix du titre augmente, eh bien, on sera obligé de subir une perte. Et donc, on va utiliser les options pour justement limiter les pertes, soit d'une position longue sur le titre, soit d'une position courte, par exemple, sur les actions. Donc, c'est cette partie à risque qu'on veut limiter en utilisant les options. Donc, on peut tout de suite voir que si je veux limiter les pertes à la baisse, bien, ça me prend un instrument qui va me donner un profil de profits et pertes, donc qui va me donner un profit à la baisse. Et quel est l'instrument qui peut me permettre de me donner un profit à la baisse? Eh bien, c'est l'achat d'une option de vente. Si je détiens les actions et je veux me protéger à la baisse, je vais acheter des options de vente. Dans le cas où j'ai fait une vente à découvert, par exemple, donc pour des investisseurs qui sont un peu plus habitués ou familiers avec cette pratique, cette méthode pour générer des rendements, eh bien, on veut limiter nos pertes à la hausse, eh bien,
on va choisir un instrument qui va nous donner un profit à la hausse et c'est l'option d'achat, par exemple. Donc, si j'achète une option d'achat pour me protéger, bien, je vais limiter cette partie de perte. Si le prix du titre, quand le prix du titre augmente, eh bien, la perte que je vais générer sur la vente à découvert, eh bien, va être compensée par un profit que je vais avoir sur mes options d'achat. Et donc, je vais limiter cette perte-là. Donc, lorsque j'achète une option d'achat, donc lorsque l'acheteur achète un cadre, une option d'achat, eh bien, on veut fixer un prix d'achat. Donc, la raison pour laquelle je veux acheter une option d'achat, quand je veux me couvrir, c'est que je veux fixer un prix d'achat et donc, je veux me protéger contre le risque de hausse. Le vendeur de l'option d'achat va recevoir la prime de l'acheteur et il va se faire payer pour compenser le risque lié justement au fait qu'il devra vendre les actions à un prix inférieur au marché. Donc, le vendeur doit estimer en fait quelle est la probabilité que le titre augmente au-delà du prix de levée et de combien sera cette hausse, donc de combien elle sera supérieure au prix de levée rendu à l'échéance. Et donc, c'est une estimation qui est faite par un modèle mathématique qui tient compte, entre autres, de la fluctuation dans le prix du titre, de la capacité du titre de fluctuer. Et donc, on tient compte de ce comportement dans le prix du titre pour fixer la probabilité que le titre soit supérieur au prix de levée, dans le cas d'une option d'achat, et de combien, en moyenne, il sera supérieur. Et ça représente la prime que le vendeur va recevoir pour compenser, en fait, la possibilité qu'il a de devoir vendre les actions à un prix inférieur au marché à l'échéance. Lorsque j'achète une option de vente, dans ce cas-ci, eh bien, je me protège contre le risque de voir la valeur du titre baisser. Donc, je veux payer une prime pour me protéger contre la baisse dans le prix du titre. Donc, je vais fixer le prix de vente en achetant une option de vente. Le prix est fixé au prix de levée. Le vendeur du put ou de l'option de vente, eh bien, s'engage à acheter les actions et donc sera obligé, si le détenteur exerce son droit de vente, il sera obligé d'acheter les actions à un prix supérieur au marché, donc lorsque le détenteur va exercer. Et encore une fois, le vendeur de l'option de vente va recevoir une prime qui va correspondre à la probabilité encore, comme l'option d'achat, à l'inverse ici, à la probabilité que le prix du titre soit inférieur au prix d'exercice et de combien. De combien sera-t-il inférieur? Et donc, tout ça fait partie de la formule mathématique, encore une fois, qui tient compte des fluctuations dans le prix du titre. Et je vais pouvoir, à ce moment-là, encaisser cette prime qui va représenter en moyenne, donc selon les conditions du marché, la moyenne que je devrais, la perte moyenne que je devrais subir si le détenteur, par exemple, exerçait son option. Donc, on encaisse la prime en contrepartie de ce risque-là. Donc, on va aller voir maintenant l'utilisation des options à des fins de couverture. Donc, il y a plusieurs stratégies de base. Nous, on va se concentrer sur seulement quelques-unes d'entre elles et on va considérer seulement l'achat des options d'achat et des options de vente. Et donc, on va regarder l'achat d'options d'achat afin de fixer un prix d'acquisition futur ou de protéger une vente à découvert, par exemple. Et les options de vente, on va les regarder dans le cadre d'une fixation d'un prix de vente futur ou pour se protéger contre une baisse lorsqu'on détient des actions. Donc, protéger une position sur action. Donc, observons tout d'abord l'achat d'options d'achat pour fixer le prix d'acquisition future. Donc, supposons qu'on est au mois de janvier, le titre SYZ se négocie à 56,39. On a une option d'achat qui vient à échéance en juin. Donc, on a 5 mois à courir et on a un prix d'exercice de 56. Ça veut dire qu'on a le droit ici d'acheter les actions à 56 $
donc de janvier à juin. Et on va payer 2,75 $ pour ces options-là. Donc, si on veut fixer un prix d'achat sur ces actions-là, donc si jamais le prix des actions augmente, eh bien, on sera en mesure d'exercer et d'acheter les actions à 56. Et le vendeur, eh bien, va être obligé de vendre les actions à 56. Il va encaisser 2,75 $ pour prendre le risque, justement, de vendre les actions à 56. Lorsqu'on arrive à l'échéance, deux scénarios que nous allons comparer. Donc, dans le premier cas, le titre se négocie à 65. Eh bien, que fera le détenteur des options d'achat? Eh bien, il va exercer tout simplement son option pour acheter les actions à 56. Alors que le prix est à 65, donc il a le droit d'acheter les actions à 56. Il a payé 2,75 $, donc c'est une police d'assurance qui lui permettait d'acheter les actions à 56. Donc, le prix de revient à 58,75, mais le titre est rendu à 65, donc il peut tout simplement acheter les actions. Mais si jamais on change d'idée, on ne veut pas acheter les actions, on ne veut pas exercer, on peut tout simplement vendre les options. Et à ce moment-là, la valeur des options, ça vaudrait 9 $. Donc, la différence entre 65 et 56, et on aurait le profit. Donc, l'excédent représenterait notre profit de ce qu'on a payé, au-delà du 2,75 $ qu'on a payé. Au deuxième scénario, à l'échéance, si le prix du titre est de 50, eh bien, notre détenteur n'exercera pas son droit d'acheter les actions à 56, puisqu'il peut aller les acheter à 50 $. Et donc, encore une fois, donc, si on voulait se protéger, eh bien, on a réussi parce que dans le cas où le titre augmente, on est capable d'acheter à 56. Et si le prix du titre baisse, on peut les acheter à 50. Donc, on va tirer avantage dans les deux scénarios. Donc, dans ce cas-ci, lorsqu'on veut se protéger, bien, l'achat des options est un bon outil pour nous permettre de gérer notre risque. Donc, ici, c'était le risque de voir la valeur du titre augmenter, mais on peut simplement bénéficier aussi d'une baisse dans ce cas-ci, puisqu'on voulait acheter les actions, on les achètera à un meilleur prix. On n'est pas obligé de le faire. Donc, on peut changer d'idée également. Et donc, c'est un droit et non une obligation. On n'exerce pas et on va acheter les actions sur le marché à 50 $ à ce moment-là. Regardons maintenant l'achat d'options d'achat afin de protéger une vente à découvert. Donc encore une fois, regardons le profil de profits et pertes d'une vente à découvert. Mais puisque j'ai fait la vente d'abord, il faut que je fasse l'achat ensuite, eh bien, je vais faire un profit seulement si le prix des actions baisse. Si le prix des actions augmente, je serai obligé de racheter à un prix plus élevé que mon prix de vente et j'aurai une perte. Pour me protéger contre justement cette hausse, eh bien, je vais acheter des options d'achat. Donc, j'ai une vente à découvert des actions. J'achète un contrat d'option d'achat pour chaque tranche de 100 actions à découvert. Je paye une prime à ce moment-là pour obtenir le droit d'acheter les actions pour une durée donnée, donc jusqu'à la date d'échéance, à un prix prédéterminé qui est le prix d'exercice ou le prix de levée. Donc, prenons cet exemple où j'aurais fait une vente à découvert, par exemple, à 70 $. Et ensuite, le prix de l'action s'est mis à baisser. Donc, je suis dans une zone profitable. Je vends à 70, le titre est à 50 et descend même jusqu'à 50 et je pense que le titre va baisser. Il y a vraiment l'air à vouloir continuer. Je garde ma position. Et là, tout à coup, le titre se remet à monter. Et puis là, je commence à craindre justement que le prix puisse vraiment revenir à mon prix de départ. Donc, je pense que, selon mon analyse, par exemple, que le titre va retourner à la baisse. Mais là, je crains de voir une hausse dans le prix du titre. Donc, il y a deux choses que je peux faire. C'est que je peux mettre en place ce qu'on appelle un ordre stop, un ordre d'achat stop. Donc, supposons que je mets un ordre d'achat stop à un prix de levée, donc à un prix de 64, puisqu'on est, on est ici aux alentours de 60. Et donc, supposons que je me dis à 64, je vais couvrir ma position pour au moins préserver un profit de 6 $. Eh bien, ce qui arrive ici, dans le cas ici, probablement qu'il y a eu une publication de résultats financiers, eh bien, le titre, le lendemain, par exemple, a ouvert à 73 et donc je n'ai même pas pu acheter mon titre à 64 puisque mon achat stop, eh bien, le premier prix qui s'est négocié, c'est 73.
Donc, là, en voulant me protéger avec un achat stop, je n'ai pas réussi à le faire. Donc, à ce moment-là, quelle serait la solution? Eh bien, la solution, c'est simplement d'acheter une option d'achat avec un prix levé de 64 au lieu d'avoir un achat stop à 64. Donc, l'achat stop, là, tout simplement pour ceux qui voudraient avoir un peu plus de précision, c'est que je vais, lorsque le prix du titre se négocie par exemple à 60, je vais placer un ordre d'achat à 64, mais c'est un achat stop. C'est-à-dire que tant aussi longtemps qu'on n'aura pas touché 64 $ et plus, mon ordre est inactif. Mon ordre d'achat est inactif. Mais lorsqu'on touche 64, il est déclenché et là, ça devient euh, un ordre au marché, mais à partir duquel on doit mettre un prix limite euh, pour éviter justement donc des prix disproportionnés. Et donc, c'est l'équivalent d'un ordre au marché. On a juste à mettre un prix limite suffisamment élevé pour pouvoir couvrir le bon que le titre pourrait faire. Donc, dans ce cas-ci, le titre, son premier bon, c'est 73. Donc, il est possible, si on avait mis un prix limite inférieur à 73, que l'ordre ne soit pas exécuté. Mais si on avait pris un prix limite 73 et plus, on aurait été exécuté au prix d'ouverture, donc à 73 $ à ce moment-là. Et donc, on voit qu'on aurait subi une perte sur notre vente à découvert. Donc, l'achat d'une option d'achat avec un prix levé de 64, eh bien, ça nous donne certaines garanties, c'est-à-dire qu'on peut exercer notre option et acheter à 64. Donc, on est en février, on vend 1000, par exemple, 1000 actions à 70. Donc, on a encaissé 70 000 $ de la vente des actions. Et en avril, bon, le titre pas à 60 se négocie à 58. Et donc, je vais acheter 10 calls, par exemple, qui viennent à échéance en mai, avec un prix d'exercice de 64 que je vais payer 2,90 $. Donc, ça représente 2 900 $ de prime que je vais payer. Donc, 2,90 $, ça me donne le droit ici d'acheter à 64 et je paye 2,90 $ par action. Ce qui veut dire que mon seuil de rentabilité, j'ai vendu à 70 et j'ai payé 2,90 $. Et donc, pour que je puisse faire un profit à la baisse, il faut que le titre baisse au moins de 70 jusqu'à 77,10 pour que je puisse commencer à faire un profit. Donc, mon seuil d'équilibre est inférieur est à 77,10 et ma zone de profit est inférieure à 67,10. Donc, en avril, comme on a pu le constater, le titre a ouvert à 73 suite à la publication des résultats financiers. Et donc, sur le titre, si je n'avais pas acheté les options d'achat, bien, j'aurais perdu 3 000 $. Cependant, avec les options d'achat, j'ai un profit de 6 100 $. Comment on va le calculer, ce profit-là? Eh bien, j'ai le droit d'acheter à 64. Le titre est 73, donc j'ai 9 $ de profit, de valeur dans l'option, moins le 2,90 $. Ça représente 6,10 $ de profit par action, fois 1000, 6 100 $. Donc, au total, au lieu de perdre 3 000 si je n'avais pas acheté mes options, eh bien, je fais un profit de 3 100 $. Donc, ce qui est une différence de, justement, 6 100 $. Eh bien, les options ont réussi à me protéger, justement, contre cette hausse-là. Donc, c'est une variable à prendre en considération lorsqu'on veut se protéger de manière bien spécifique. Eh bien, l'option d'achat va nous garantir qu'on va pouvoir avoir cette exécution au prix désiré. Donc, le prix d'exercice correspondant à notre prix stop, eh bien, ici, on était assuré de pouvoir acheter nos actions à 64. Maintenant, regardons l'achat d'options de vente pour fixer le prix de vente futur et ou pour protéger une position sur les actions. Donc, on a toujours notre titre qui se négocie à 56,39 $. On a une option de vente XYZ sur le symbole XYZ d'un titre fictif qui vient à échéance en juin avec un prix levé de 56. Donc, ici, on a le droit de vendre les actions à 56 $. On va payer 2,80 $ pour ces options et celui qui va vendre l'option de vente, le put, va encaisser 2,80 $ pour contracter cette obligation qu'il a d'acheter les actions à 56. Donc, le 2,80 va venir compenser le risque de devoir payer 56 $ alors que le prix des actions est inférieur à 56.
Hein, si le prix est inférieur à 56, le détenteur va exercer son droit de vendre les actions. Donc, on a cette position-là. Donc, supposons que j'ai des actions, je veux me protéger contre une baisse. Eh bien, j'achète les options de vente à 2,80. Dans le premier scénario, si le titre est à 65, c'est ça la beauté des options, d'acheter des options, c'est que là, ici, si je détiens le titre est rendu à 65. Je peux tout simplement revendre mes actions parce que je détiens encore mes actions. Donc, je vends mes actions à 65 et j'ai joué mon rôle parce que si, par exemple, je craignais une baisse, j'achète une option pour me protéger et le titre augmente, mais je peux tout de même continuer à profiter de la hausse dans le prix du titre. Si le titre baisse à 50 à l'échéance, eh bien là, je me retrouve dans une position où j'ai perdu sur mon titre, mais je peux exercer et vendre mes actions à 56. Donc, dans les deux cas, je suis gagnant. Donc, comme l'option de vente est un droit et non une obligation, quand le prix du titre est rendu à 65, eh bien, je n'exerce pas mon droit, donc je perds mon 2,80 $. Puis, je peux vendre mes actions sur le marché à 65. Dans le deuxième scénario, lorsque si le prix du titre est de 50 $, alors l'achat des options de vente garantit au détenteur de pouvoir vendre les actions à 56 $ puisqu'on peut exercer. Donc, c'est du gagnant-gagnant dans un cas comme celui-ci, puisque si je détiens les actions et que pour une raison ou une autre, je ne veux pas les vendre, mais que je crains pendant un certain temps de voir la valeur du titre baisser, eh bien, à ce moment-là, je peux acheter une option de vente. Donc, on va aller voir un exemple concret ici de cette situation comme celle-là. Donc, je détiens des actions et je vais acheter un contrat d'option de vente pour chaque tranche de 100 actions. Je vais payer une prime pour obtenir le droit de vendre mes actions pour une durée donnée à un prix prédéterminé. Donc, je vais choisir le prix d'exercice qui correspond au prix auquel je voudrais vendre mes actions si les actions baissaient. Donc, prenons cet exemple. À l'écran, on voit donc si j'ai acheté, par exemple, les actions à 46 $ et qu'elles sont rendues aux alentours, hein, donc de 65 et que là, je vois un peu de faiblesse dans le prix de l'action, je peux avoir besoin de me protéger puisque j'anticipe, en fait, je crains une baisse potentielle dans le prix des actions et j'aimerais bien quand même continuer à aller garder ces actions-là puisque pour différentes raisons, je peux penser que le marché à long terme est toujours dans un marché haussier, mais à court terme, je voudrais me protéger. Eh bien, ce qu'on appelle de l'assurance de portefeuille, donc je veux me protéger contre une baisse des prix, mais c'est quand même une stratégie haussière parce que je possède des actions et je peux en profiter à la hausse. Donc, j'ai des inquiétudes à court terme. Je détiens 1000 actions que j'ai achetées en mars à 46 $ et on est en octobre et le titre se négocie à 65. Donc, je vais acheter 10 puts qui viennent d'échéance, par exemple, en janvier, avec un prix d'exercice de 60 $, je vais payer 1,60 $ par action pour me protéger contre une baisse en bas de 60. Donc, je vais laisser le temps au marché de se corriger un peu. Mais si on baisse en bas de 60, là, je me dis, je voudrais quand même protéger au moins, j'aimerais avoir une protection de 14 ou essayer de préserver un profit qui serait le plus près possible de 14 $ par action. Donc, on est en mars, on a acheté le titre à 46 $, donc j'ai un déboursé de 46 000. Et en octobre, le titre est rendu à 65, j'achète 10 puts, donc 10 options de vente, avec un prix d'exercice de 60 $ qui vient d'échéance en janvier. Je paye 1,60 $ par action, donc j'ai un déboursé de 1 600 $ que je dois faire. Mon seuil de rentabilité, à ce moment-là, il est augmenté de 1,60 $. J'ai payé mes actions à 46, plus 1,60 $ par action, ça représente 47,60 $. C'est mon seuil d'équilibre. Si le titre à l'échéance est de 50 $, eh bien, si je ne me protège pas, eh bien, j'ai un profit de 4 000 $ seulement dans mes actions. Mais comme je me suis protégé, j'ai le droit de vendre les actions à 60, le titre est rendu à 50, et donc j'ai un profit, hein, donc moins le $60 que j'ai payé, j'ai un profit de 8 400 $ qui vient s'ajouter à mon 4 000 $. Et donc, mon profit net est de 12 400. Donc, c'est
je n'ai pas réussi à préserver 14 000, mais quand même, parce que c'est 14 000 de profit, mais moins le $1,60 que le 1 600 que j'ai payé, donc $1,60 par action, ça représente 12 400 $. Si à l'échéance, le titre est à 80, bien là, je peux profiter de la hausse. Et donc, j'ai 34 de profit par action, fois 1000, 34 000. Puis, moins la prime que j'ai payée pour les options, 1 600 $, eh bien, vous voyez, j'ai pratiquement préservé la totalité là, de mon profit, là, moins la prime que j'ai payée. Donc, ça fait partie de ce que je suis prêt à perdre sur mes options, la prime que j'ai payée pour me donner le potentiel de tirer sur avantage d'une hausse tout en me protégeant contre une baisse. Donc, c'est une stratégie qui est intéressante au niveau de la couverture. Donc, on peut de manière ponctuelle, se protéger selon différents scénarios. Maintenant, on a vu qu'il y a un coût associé à l'achat des options, ici 1 600 $. Donc, est-ce qu'il est possible de réduire ce coût-là? Quelqu'un qui voudrait réduire le coût de la protection, donc pour la réduire en partie ou en totalité, à ce moment-là, on pourrait utiliser ce qu'on appelle la stratégie du cylindre ou du tunnel qui s'appelle le collar en anglais. Et donc, on vendrait une option d'achat avec un prix de levée supérieur au prix actuel et on prendrait la prime qu'on recevrait de cette option d'achat-là pour venir payer en tout ou en partie la prime de l'option de vente. Ça viendrait réduire les coûts. Donc, on revient à notre position de départ, c'est-à-dire qu'on a acheté un put, une option de vente à 1,60 $, qui nous a coûté 1 600 $. On voudrait réduire cette prime-là. Eh bien, ce qu'on pourrait faire, donc en acheter l'option à 1,60 $, eh bien, ce serait de vendre 10 options d'achat avec une échéance de janvier, donc la même échéance. Ça pourrait être une échéance différente, mais on va se cantonner dans la même échéance, avec un prix d'exercice de 70 ici. Donc, le prix du titre est 65. Donc, ça veut dire qu'ici, on est prêt à vendre nos actions à 70 $. Donc, on va encaisser 75 cents de prime qui va représenter 750 $. Et on va réduire le coût de la prime de 1 600 $. Ça va venir réduire le coût. Et donc, notre débit total, notre assurance totale, c'est 850 $. Donc, regardons ce en quoi ça nous engage. Donc, ici, j'ai le droit de vendre les actions à 60. Donc, si le prix des actions baisse à 60, je peux exercer et vendre mes actions à 60. Si le prix du titre augmente au-delà de 70, eh bien là, par contre, je ne pourrais pas tirer avantage de la hausse au-delà du prix d'exercice de 70 et je serai obligé de vendre mes actions à 70. Donc, il y aurait une gratuité en finance. Pour pouvoir réduire le coût de ma protection, donc de mes options de vente, je dois laisser aller un certain potentiel de profitabilité au-delà d'un certain niveau. Donc, on va reprendre notre exemple. Si le titre est à 50, eh bien, dans ce cas-ci, c'est intéressant puisque je vais augmenter, en fait, ma profitabilité. Bon, j'ai toujours mon 4 000 $ dans mes actions. Mais ici, au lieu d'avoir 1,60 $ de coût, j'ai 85 cents de coût par action. Donc, 60 moins 50, je peux exercer mes options de vente. Et donc, j'ai 10 $ de différence entre le prix de vente et le prix du titre, moins le coût total de la stratégie, 85 cents au lieu de 1,60 $, eh bien, ça me fait un profit de 9 150. Et donc, j'ai un profit augmenté si le prix du titre baisse. Si le prix du titre augmente, par contre, là, j'aurai une profitabilité réduite. C'est-à-dire que le titre est rendu à 80, mais moi, je ne pourrais pas le vendre à 80 dans ce cas-ci. Ma vente, elle est limitée à 70. Donc, au lieu de faire 34 000 moins le 1 600 $, donc on va faire 32 400, eh bien, on se trouve à faire 23 150. Donc, ça, c'est le compromis qu'on doit faire si on veut réduire le coût de la protection. Donc, c'est ce qu'on appelle la stratégie du cylindre ou la stratégie du tunnel. Donc, il y a deux façons de les nommer. Donc, c'est le collar en anglais. Eh bien, la stratégie du cylindre, c'est tout simplement, on
on établit cette stratégie-là afin de profiter d'une hausse qui est limitée dans le prix du titre sous-jacent, puis de limiter les pertes potentielles à la baisse si le prix du titre diminue. À ce moment-là, on fixe un prix de vente plancher en achetant des options de vente. Et donc, on va vendre une option d'achat, acheter une option de vente pour chaque tranche de 100 actions qu'on détient dans notre portefeuille. Et donc, le prix d'équilibre, eh bien, ça sera ni plus ni moins que le prix du titre moins la prime qu'on reçoit sur les options d'achat, plus la prime nette payée pour les options de vente. Notre profit maximal, eh bien, c'est le prix de levée supérieur. Donc, on a vu qu'on avait un prix de levée de 70 pour les options d'achat tout à l'heure. Donc, moins mon seuil d'équilibre, ça représente mon profit maximal. Ce sera la différence entre les deux. Et la perte maximale, mais ça correspond à mon seuil d'équilibre, moins le prix de levée inférieur de l'option de vente. Donc, ça va représenter la perte maximale. Donc, je suis prêt à laisser aller à subir une perte, mais limitée au prix de levée inférieur des options de vente. Donc, allons voir un autre exemple de cylindre ou de tunnel sur les actions de Shopify. Ce qu'on voit à l'écran ici, donc le titre se négocie à 176,11 et on a des options d'achat, donc avec un prix de levée de 180. Donc, le titre 176,11, on est prêt à vendre nos actions à 180. On va recevoir une prime de 8 $, mais on voudrait se protéger contre une baisse sous le prix d'exercice de 170. Et donc, on va aller acheter des options de vente de 7,40 $. Donc, si on voit ici même qu'on a réussi, avec la vente de nos options d'achat, à couvrir 100% de la prime payée. Donc, ça, ce sont des situations qui peuvent se produire. Ça n'arrive pas toujours, mais il y a des contextes qui nous permettent parfois même de payer entièrement la prime de l'option de vente. Et ici, on a même un crédit supplémentaire dans cette stratégie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On détient des actions. On va vendre une option d'achat. Donc, on a ce profil de profits et pertes, c'est-à-dire qu'on va limiter la profitabilité jusqu'au prix de levée. Et donc, on ne pourra pas tirer avantage d'une hausse au-delà du prix de levée de l'option d'achat. Et à la baisse, ce qui est intéressant, bien, lorsque on détient des actions, eh bien, avec l'option de vente, on va pouvoir limiter la perte à la baisse puisqu'on va avoir un profit qui va venir de l'option de vente. Lorsqu'on combine les actions avec la vente d'une option d'achat et l'achat d'une option de vente, on obtient le profil de profits et pertes qu'on voit à l'écran ici, c'est-à-dire un profit limité à la hausse et une perte limitée à la baisse, donc ce qui est confiné entre le prix de levée de l'option d'achat et le prix de levée de l'option de vente. Donc, on a un profit et une perte limitée. Donc, dans le cas de notre exemple sur Shopify, eh bien, notre seuil d'équilibre correspond à notre prix du titre, 176,11, moins la prime qu'on a reçue sur l'option d'achat, plus la prime qu'on a payée sur l'option de vente, eh bien, notre seuil d'équilibre est de 175,51 ici. Le profit maximal, eh bien, ça correspond au prix de levée supérieure, donc de 180, moins le seuil d'équilibre, qui est de 175,51, eh bien, on a un profit par action de 4,49 $. Donc, si le prix du titre augmente. Si le prix du titre baisse, eh bien, on veut limiter les pertes, eh bien, c'est le seuil d'équilibre, moins le prix de levée inférieur, qui est de 170, qui nous fait une perte potentielle de 5,51 $. Mais si on a acheté les actions à un prix plus bas, eh bien, on est sûr de ne pas pouvoir vendre à un prix inférieur à 170 dans ce cas-ci. Donc, ça nous donne ce profil de profits et pertes sur un graphique. On voit visuellement à quoi ça nous engage. Eh bien, ici, on voit que dans la zone, on a notre seuil d'équilibre qui est ici. Donc, la zone en vert, ça représente notre profit potentiel, mais qui est limité. Donc, qui est limité à la hausse. Et notre perte potentielle qui est limitée à la baisse. Et donc, même si le titre baissait sous ce niveau-là, eh bien, on n'aurait pas de perte supérieure à notre 5,51 $ qu'on a vu. Donc, voilà qui conclut notre webinaire sur la gestion du risque. Donc, on a vu qu'on pouvait acheter des options d'achat pour se protéger, pour fixer un prix
d'achat futur. Donc, on est en mesure à ce moment-là de tirer avantage, c'est-à-dire si le titre augmente, eh bien, on va pouvoir exercer et acheter le prix du titre au prix d'aujourd'hui. Donc, si le titre à l'échéance de l'option est supérieur au prix d'exercice, on peut exercer. Donc, on est protégé puisqu'on a la garantie de pouvoir acheter au prix d'exercice. Puis, lorsque le prix descend, eh bien, on est en mesure aussi de tirer avantage des nouvelles conditions de marché. C'est-à-dire que si on décide qu'on veut toujours acquérir les actions sous-jacentes, eh bien, on n'exerce pas le contrat, mais on va les acheter au prix inférieur au marché. Et donc, c'est du gagnant-gagnant dans ce cas-là. Donc, la gestion du risque nous permet justement, l'utilisation des options, de gérer les risques de notre portefeuille de manière ponctuelle en fonction de nos objectifs. Et on a vu également qu'on pouvait utiliser des options de vente pour pouvoir se protéger contre des baisses, tout en ayant potentiel de profiter d'une hausse dans le prix du sous-jacent, puisqu'on le détient et l'option de vente, c'est un droit et non une obligation. Et donc, on a tout le loisir de pouvoir tirer avantage d'une hausse dans le prix du titre. Et finalement, pour compenser, donc pour réduire le coût de la protection, eh bien, il est possible de vendre une option d'achat et donc d'établir une stratégie, la stratégie du cylindre ou du tunnel, en vendant une option d'achat qui vient nous aider à payer la prime en totalité ou en partie de l'option de vente qu'on veut acheter. Donc, ça conclut ce qu'on avait à voir aujourd'hui. Je vous invite à consulter le site de la Bourse de Montréal à l'adresse que vous voyez à l'écran. Vous y trouverez plusieurs capsules vidéo et séminaires en archives, des guides et des stratégies, le blog sur les options, lesoptionsacompte.ca, auquel j'ai le plaisir de contribuer sur une base mensuelle, des calculateurs d'options et simulateurs de négociation que je vous encourage fortement à utiliser. Donc, le simulateur de négociation, c'est un outil qui vous permet de gérer un portefeuille et de choisir des stratégies, de tester les stratégies avant de le faire en réel sur le marché. Et aussi, l'application Options Play qui vous donne plein d'idées de négociation et qui vous offre un rapport technique sur les titres canadiens qui peuvent vous intéresser en vous donnant aussi des idées de négociation, de stratégie, d'options. Donc, sur ce, ça m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Si vous avez des questions, nous allons y répondre. Et si vous en venez un peu plus tard, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Ça nous fera extrêmement plaisir de répondre à vos questions. Et sur ce, mon nom est Martin Noël et au nom de la Bourse de Montréal, je vous dis merci d'avoir écouté ce webinaire et à la prochaine.